Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Bonjour aux auditrices et auditeurs de Radio Anthropocène, vous écoutez Terreau commun, une émission radiophonique animée par Archipel Maison de l'Architecture qui donne la parole aux actrices et acteurs de la métropole de Lyon, celles et ceux qui accélèrent la transition, l'adaptation de la ville aux enjeux écologiques, climatiques et sociaux de demain. Terreau commun, un espace de ressources, une bibliothèque de voix, un creuset de projets en cours d'expérimentation ou réalisés qui vont dans le sens du mieux et du moins. Alors bonjour Victorine Delachaise et merci de votre présence dans ce studio installé à la Maison de l'Environnement à Lyon. Alors Victorine, vous êtes cofondatrice et co-directrice de l'association Des Espèces par Millions, une association naturaliste basée à Lyon et créée en 2015 qui étudie et œuvre en faveur de la faune et de la flore en ville. Vous êtes aussi lauréate 2025 de Terre de Femmes France. Alors, depuis 2010, votre structure mène des actions de sensibilisation, accompagne des initiatives locales, réalise des expertises naturalistes et développe des projets innovants. Est-ce qu'on pourrait, dans un premier temps, Victorine, s'attarder sur le premier des 4 axes développés dans l'association, celui de la sensibilisation auprès des citoyens et des citoyennes? Quel format prennent ces actions et à qui s'adressent-elles? Oui, bien sûr. Alors pour nous, dans l'association, c'est vraiment un des piliers, la sensibilisation auprès des habitants. L'objectif, c'est vraiment un peu de transmettre cette passion qu'on a pour le vivant et faire découvrir aux habitants, du coup, toute la diversité des espèces qu'il y a en ville, que ce soit la faune ou la flore. Pour nous, c'est un pari gagné si on arrive à transmettre ceci parce que avant d'agir, il faut connaître. Et du coup, toute cette part-là de montrer et d'émerveiller, c'est surtout ça, en fait, les habitants, sur ces voisins insoupçonnés, que ce soit les oiseaux, les mammifères, etc., qu'on peut voir. Quelles sont les interactions, les freins, découvrir un peu ce monde inconnu. C'est vraiment une part très importante. Et en fait, ça passe par différentes phases. On fait beaucoup de balades naturalistes dans les quartiers avec les habitants. Une sorte d'inventaire participatif à la découverte des oiseaux, des champignons. L'autre jour, c'était sur les mousses. Il y en a une autre sur les fourmis, après sur les papillons. Voilà, c'est tout au long de l'année, que ce soit en hiver ou en été. Et du coup, c'est de montrer toutes ces espèces et après de pouvoir montrer aux habitants comment agir à leur échelle pour les préserver. Et à côté de ça, on crée quelques outils pédagogiques pour permettre aux habitants, eux aussi en autonomie, de pouvoir déterminer ces espèces et du coup de participer à la connaissance locale. Alors, une de vos marques de fabrique aussi, c'est de faire avec les habitants et les habitantes, donc des inventaires, vous le disiez, mais aussi des végétalisations de façades, des plantations de haies, des créations de mares, notamment via ce que vous appelez des challenges biodiversité. Est-ce que vous pouvez revenir plus en détail sur toutes ces actions? Qui est à l'initiative d'ailleurs? Est-ce que c'est plutôt vous? Est-ce que c'est plutôt les habitants qui vous sollicitent? Et où est-ce que ça se trouve dans la ville? Oui, alors les Challenges Biodiversité, ça fait depuis 5 ans qu'on a monté ce programme-là. En fait, l'idée de base, c'était un peu de se dire, vu qu'on est dans un monde assez anxiogène, au final, quand on regarde les informations, il y a le dérèglement climatique, les fondements de la biodiversité. Souvent, les habitants ne savent pas comment agir à leur échelle. Ils trient leurs déchets, ils font attention à comment consommer. Mais une action concrète collective, c'est compliqué. Et souvent, le retour qu'on avait des habitants, c'est de se dire, oui, mais moi, j'ai un balcon, en fait. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour les espèces? Donc, c'est un peu de là qu'est né le projet Les Challenges Biodiversité. C'est de permettre à tous les habitants de pouvoir venir avec nous sur des chantiers participatifs où on va planter des haies, créer des mares, végétaliser des façades, créer des spirales aromatiques, des haies sèches. Une multitude d'actions, mais qui sont ouvertes à tout le monde. On plante aussi bien dans des copros, dans des espaces privés, sur la voirie, vers les cours d'eau, dans les parcs urbains. Donc, vraiment, tout le monde peut venir. Il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances de base pour participer à ces actions. Et en fait, chaque aménagement qu'on propose, il correspond aux besoins de telle ou telle espèce. Donc, plus on diversifie les aménagements, plus on permet à ces espèces de pouvoir revenir. Et du coup, c'est un peu ça qu'on réalise donc, entre novembre et février notamment. Et après, on revient sur place aussi pour voir du coup qu'est-ce qui se passe. Et c'est là où c'est assez chouette, les challenges biodiversité, c'est que déjà, on passe un bon moment avec les habitants et les habitants parlent entre eux, ce qui est quand même un peu difficile maintenant, et on ne connaît pas trop ses voisins et tout. Et en plus de ça, on voit très rapidement la reconquête de la biodiversité sur ces espaces-là. Si on passe, par exemple, l'action la plus simple et qui ne coûte rien, c'est de passer d'un espace qui est tondu, on va avoir 3 espèces de pollinisateurs. On laisse en gestion différenciée, donc les fleurs montées en graines. Et au bout de 3-4 mois, on va passer à 10 espèces et après l'année prochaine à 20, 30, 40. Et du coup, ça donne un sentiment de positif
et du fait que même des petites actions qui sont peu coûteuses, qui ne mettent pas beaucoup de temps à se mettre en place, et en plus, on passe un bon moment, ça a un impact vraiment important. Parce que cumuler pour nous, globalement, dans ce projet-là, c'est de réussir à connecter des balcons, des jardins, partager des espaces publics entre eux et de permettre de faire des corridors écologiques, donc de permettre aux espèces de pouvoir se déplacer en ville, quoi. Votre troisième axe, Victorine, c'est celui de l'expertise scientifique, en lien étroit avec les collectivités territoriales, avec d'autres organismes, associations partenaires. Vous contribuez à améliorer la connaissance du territoire et des espèces qui y sont présentes. Vous collectez des données notamment sur les coléoptères, les papillons de jour, la flore des friches urbaines, la biodiversité des cours d'eau. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de l'état de la connaissance de la biodiversité locale et à quoi servent toutes ces données ? Alors aujourd'hui, déjà, nous, ce qu'on peut voir, c'est qu'en 10 ans, il y a beaucoup plus de personnes qui s'intéressent à la nature en ville. Au début, quand on a monté l'association, il y avait très peu d'études en fait, sur la faune et la flore urbaine. Maintenant, il y en a de plus en plus, donc ça permet, plus on est nombreux à faire ces recherches d'espèces, plus on a un apport de connaissances qui est vraiment intéressant. Donc, il y a une montée de connaissances qui est réelle. Après, de savoir dans quel sens, est-ce qu'il y a plus, par exemple, de martinets, est-ce qu'il y a plus de pierrides maintenant qu'il y a 20 ans, c'est encore trop tôt, en fait, on n'a pas le recul nécessaire. Nous, vraiment, la plupart de nos actions, c'est sur un aménagement, voir en combien de temps les espèces reviennent. Et après, il y a le gros programme autour du bois mort avec les coléoptères. Et c'est intéressant parce qu'on a eu, par exemple, des arbres en plein centre-ville à Saint-Fond, un vieux mûrier. Il y a des espèces qui sont reliques primaires d'Europe, qui sont protégées en plein centre-ville. Donc la ville, en fait, il y a tellement de caractéristiques différentes. On peut d'un seul coup avoir une espèce qui a enjeu de conservation et du coup de comment la préserver plus. Et il y a des espèces qui, par exemple pour les papillons, qui reviennent beaucoup plus en ville parce qu'en ville, il y a un effet d'îlot de chaleur, donc ils viennent plus rapidement. Il y a une politique de zéro pesticide en milieu urbain, donc par rapport à la campagne, on peut avoir plus de papillons, des espèces horticoles qui sont là. Ça dépend beaucoup de la gestion aussi, parce qu'on fait des études, mais bon, si d'un côté on rase les haies et qu'on tourne tout le temps, les espèces ne vont pas se développer. Donc ça va plutôt dans le bon sens. Mais après, nous, la vraie question qu'on a au niveau naturaliste, c'est qu'on arrive à faire remonter cette connaissance, mais comment concrètement agir pour la préserver ? C'est-à-dire qu'un arbre qui a un intérêt, comment on s'assure sur le long terme qu'il ne soit pas du coup élagué direct et mis à la déchetterie, quoi. Donc voilà un peu l'état. Les données que vous collectez, elles permettent aussi d'élaborer des plans d'aménagement écologique pour transformer le paysage urbain en terre d'accueil pour la biodiversité. Est-ce que vous pouvez nous parler de Gabiodiv, ce projet innovant, unique en France, qui est né, que vous avez développé vous-même en 2019 sur les berges du Rhône à Guillotière. Je passais devant à vélo tout à l'heure. Dans ce tronçon artificialisé du Rhône, comment ce projet parvient à recréer la continuité entre milieux humides et milieux terrestres ? Et voilà, je le disais, ça date de 2019. Vous avez peut-être aussi un certain recul là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Oui, le projet Gabiodiv, donc c'est un aménagement qui mesure 60 mètres en plein centre de la Guillotière. Et en fait, donc, c'est des gabions, donc des cages métalliques qui sont lestées au niveau d'une dalle avec différents types de substrats à l'intérieur pour permettre du coup à une diversité floristique de pouvoir se développer et du coup à la faune de revenir. Et ce qui est assez intéressant dans ce projet-là, c'est qu'il y a vraiment une vraie interface entre le milieu aquatique et le milieu terrestre parce que le gabion est immergé quand même toute l'année, même au début d'étiage, il a l'accès à l'eau. Et après, du coup, c'était un travail qui a été assez long pour correspondre à toutes les contraintes du milieu urbain, que ce soit les architectes bâtiments de France, le bâtillage, les crues. Donc, il y a eu tout un travail là-dessus. Et on est assez content parce qu'au final, depuis 2019, au début, je crois qu'on avait planté 5 espèces végétales. Et là, maintenant, on est à une centaine d'espèces végétales, plus de 200 espèces animales qui sont sur l'aménagement. Et il fait que 60 mètres en plein centre de la Guillotière. Et ça nous a vraiment montré que la nature, elle a horreur du vide parce que très rapidement, on a eu des belles découvertes. Dès le lendemain, il y avait un héron cendré. Après, il y a le castor qui est revenu plusieurs fois sur l'aménagement, du chevalier guignette, la reproduction de brochet. Donc, en fait, des espèces qui sont vraiment indicatrices des zones humides qui se retrouvent du coup dans ce milieu-là qui, de base, est très perturbé. Donc, c'est chouette. On peut se dire que plus on mettra en place ces aménagements, plus ça permettra à ces espèces de pouvoir se développer dans les meilleures conditions en ville. Vous avez justement reconduit ce type de projet ailleurs à Lyon, quai Pierre-Cise notamment, donc le long de la Saône, et à la Mulatière, là, plus récemment, ou plus prochainement, je crois. Qu'est-ce que ces projets ont de spécifique, peut-être, par rapport à l'original
de Guillotière? Celui de la Guillotière, il y avait un aspect très pédagogique quand même sur cet aménagement. Celui de la Mulatière, en fait, c'est une zone qui est quasiment pas accessible au public. Il y a quelques pêcheurs qui viennent dessus. Elle est vraiment en face de la pointe de confluence. Donc là, c'est plutôt une zone de nidification, une zone de tranquillité pour la faune. Faut savoir qu'on est parti vraiment d'une dalle de béton. Et là, on a recréé des coffrages avec la maison familiale rurale de Anse pour permettre du coup à la végétation de pouvoir se développer. Et celui de Quai-Pierre-Cise, là, c'est c'est un bas-port qui était bétonné à 80%. Donc, il y a eu tout un travail. On a débétonné, on a recréé le cheminement en galets de tête de chasse. C'est les galets qu'il y a à Vieux-Lyon, par exemple, typiquement lyonnais. Et là, du coup, on a eu aussi des gabions et différents types de gestion qui ont été mis en place sur ces bas-ports. Donc, c'est 3 typologies différentes, en fait, en fonction des usages et des opportunités. Celui qui marche le mieux d'un point de vue faune, c'est celui de Quai-Pierre-Cise. Parce qu'il y a la partie gabion, on a fait des prairies humides, le cheminement, des ornières, donc c'est des mares temporaires, et des plantations d'arbres. Et du coup, ça fait vraiment une vraie diagonale végétale. Et c'est là où on a le plus de surprises au niveau de la biodiversité pour l'instant. Alors avec ces aménagements un peu inédits, ou en tout cas uniques en France, vous réhabilitez les milieux aquatiques en ville, tout en contribuant à la connaissance scientifique. Et par ce biais, vous interrogez aussi la question du milieu et notre capacité à réunir toutes les formes et tous les modes de vie. On parle beaucoup d'inclusivité en milieu urbain. C'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup à Archipel. Est-ce que ça passe aussi par des espaces de cohabitation entre espèces, humaines et non humaines? Est-ce qu'on est en capacité, avec ce type d'installation, en capacité de réinventer la convivialité interespèces? Oui, puis je pense qu'elle est vraiment obligatoire en milieu urbain parce que si on veut qu'un aménagement soit respecté, il faut inclure l'humain. Et il faut on a eu, nous, beaucoup d'exemples de personnes qui ne comprenaient pas ce type d'aménagement et en discutant, en sensibilisant, en faisant des animations, au fur et à mesure, on change le regard. C'est beaucoup de méfiance et c'est un changement de mentalité et de conception de l'espace urbain. Mais une fois que c'est expliqué et que c'est démontré, souvent les habitants sont vraiment en accord avec ce type d'aménagement. Donc je pense que nous, c'est ce qu'on essaie de faire dans l'asso, c'est que tous nos aménagements sont en lien avec les activités humaines. Après, le mieux pour la biodiversité, honnêtement, ça serait de faire des zones, des sortes d'ORE, des obligations réelles environnementales, comme dans les cœurs de parcs, des parcs nationaux, et de faire des zones qui sont inaccessibles aux humains, et on laisse la biodiversité tranquille sur certains endroits de la métropole de Lyon. Et ça serait l'idéal pour les espèces. Quand on voit que les ENS, par exemple, c'est les espaces naturels sensibles de la métropole, qui sont tout autour de la ville de Lyon, c'est quand même un gros corridor écologique, c'est pas classé. N'importe qui peut le déclasser. Il y a des activités de chasse dessus. Donc même les seuls endroits où, par exemple, les mammifères peuvent un peu se développer tranquillement, il y a des impacts quand même trop importants de l'activité humaine. Donc peut-être faire le compromis entre les deux, certaines grosses zones vraiment sanctuaires et après de la cohabitation en ville. Merci beaucoup, Victorine Delachaise. On arrive au terme de notre émission et on vous remercie pour cet échange court mais densément riche d'informations et surtout d'engagement, même s'il reste du chemin à faire, on l'aura compris. À celles et ceux qui nous écoutent, nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de Terreau commun. Et toutes nos émissions sont en direct et à retrouver en podcast sur radio-anthropocène.fr. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.